Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Je continue sur l'autisme au féminin et aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler du camouflage et je vais vous dire quelle est mon expérience du camouflage. Parce que la théorie du camouflage, celle-là, vous pouvez facilement la trouver sur Internet. Alors le camouflage, c'est quoi? Le camouflage, c'est prétendre être normal. C'est d'ailleurs le titre d'un bouquin écrit par une femme autiste, Pretending to be Normal. Et le camouflage, cela consiste à compenser et à masquer son autisme en vue d'être accepté en société, de donner l'illusion qu'on est normal. Alors vous allez peut-être vous dire, si vous n'êtes pas autiste, que je suis une manipulatrice monstrueuse, de montrer, d'être en représentation et de montrer avoir une personne que je ne suis pas. La réponse est non. La réponse est qu'on camoufle souvent, la plupart du temps, avant d'apprendre qu'on est autiste. Quand on l'a appris, on camoufle beaucoup moins. On apprend à vivre avec son autisme. Et donc, ce camouflage, il est largement inconscient. Évidemment, j'avais cette impression d'une dichotomie entre la personne que je donnais à voir et la personne que j'étais. Je savais que j'étais beaucoup plus loin que ça, que j'étais ailleurs, mais je n'avais jamais pris conscience de l'ampleur du problème, de l'ampleur du camouflage que je faisais. Alors, mais ce camouflage, j'avais développé un certain nombre de techniques de camouflage. Le premier, c'est qu'avec le temps, j'ai développé une technique d'observation des relations sociales que j'entretiens. C'est-à-dire que dans une interaction sociale, je vais m'observer moi, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment je me tiens, etc. Je vais également observer l'autre. Si je fais des études de coaching, c'est aussi pour apprendre à observer les autres, à décoder des signaux. Et donc, je vais voir, essayer d'analyser comment l'autre réagit. Mais je vais également passer en position méta, comme on appelle ça. C'est-à-dire que je vais observer l'interaction sociale qui est en train de se passer. Et avant d'être diagnostiquée autiste, quelques mois avant d'être diagnostiquée autiste, je me souviens d'avoir dit à ma sœur, tu sais, j'ai appris très tôt qu'il valait mieux que je me taise. Et bon, comme ma sœur, c'est ma sœur, évidemment, je n'ai pas utilisé le verbe se taire, j'ai utilisé une expression nettement plus familière. Et c'est vrai, très tôt, je me suis rendu compte que si je parlais, je pouvais être dans les emmerdes. Et donc, je me taisais. Et j'évitais de parler de moi parce que, qu'est-ce que j'allais avoir à raconter? Est-ce que ça allait être cohérent avec ce que les gens attendaient, etc. Et évidemment, avec le temps, ça a été beaucoup plus compliqué parce que j'ai aussi vécu à l'étranger seule et avec mon mari. Et donc là, nous avions régulièrement des cocktails, des dîners. Alors tant que j'étais avec des personnes que je connaissais, ça se passait bien. Parce que on continuait des conversations qui avaient déjà eu lieu, je savais ce qui les intéressait, donc je pouvais parler avec ces personnes. Et je pouvais un peu parler de moi aussi. Le problème, c'était les nouveaux. Parce que là, j'étais pétrifiée, de quoi allais-je bien pouvoir parler? Alors j'avais appris qu'il fallait demander si les gens ont des enfants, ce qu'ils ont fait avant, etc. Ce qui permettait de lier une conversation. Donc j'avais appris à poser quelques questions types. Mais une fois que j'avais posé mes questions types, j'étais complètement... j'étais en rase campagne, quand je ne savais plus quoi dire. Nous avions aussi, dans ces dîners, pour moi, des moments qui étaient des moments d'ennui extrêmement profond parce que les conversations ne m'intéressaient pas. Et donc, comme je ne savais pas, et que je ne sais toujours pas, bien gérer une conversation, j'étais... je me souviens de me mettre parfois endormie un petit peu, je dodelinais de la tête comme ça, et puis tout à coup je m'éveillais en me disant oh, on ne s'endort pas ici. Donc c'était des moments qui étaient particulièrement compliqués, et également la peur d'avoir l'air bête. Puis il y a eu le contact visuel. Un beau jour on m'a dit que les personnes honnêtes regardent les gens dans les yeux. Et je me suis dit moi pas. Et pourtant, je suis une personne honnête. Donc,
j'ai appris à regarder les gens dans les yeux. Là, je sais où j'ai besoin de regarder pour regarder ma caméra. Alors, du côté positif, ben, comme ce que j'ai appris, je l'ai appris par imitation, mais évidemment, j'ai un certain talent pour imiter. J'ai pu faire beaucoup rire mes collègues en imitant certaines personnes. Et puis un dernier endroit où le camouflage est extrêmement compliqué pour une personne autiste, c'est sur les photos, parce qu'on nous demande de poser, de faire un sourire, etc. Or, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et donc, qu'est-ce que je fais sur la photo? Je fais le clown, parce que le clown, ça je sais faire. Et donc là, oui, elle a l'habitude, on a l'habitude, elle fait le clown sur les photos. Ou alors, je ne regarde pas l'objectif, je regarde ailleurs et la photo est bien faite. Et donc, voilà, toutes ces techniques de camouflage, et comme vous voyez, ça demande une énorme gestion au niveau cognitif qui va occasionner une dépense énergétique absolument substantielle. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des conséquences du camouflage. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.